Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais passer le micro à Élodie Bramondon, élue à la santé, prévention et addiction. Ça, c'est une belle introduction tout de suite. Bonjour à toutes et toutes. Je monte sur l'estrade, sinon vous n'allez pas me voir. Je suis Élodie Bramondon, je suis élue sur les questions de santé en réserve électorale. Donc autant dire, je suis là juste pour faire un petit coucou parce que je peux pas trop dire de choses. Mais il était important pour moi d'être là pour lancer un message clair et concret. L'accès aux soins des personnes transidentitaires dans la ville où il y a la faculté de médecine toujours en activité et juste de source, quoi. Ça coupe de source. Malheureusement, il faut encore se battre aujourd'hui contre des mauvaises pratiques, contre des idées reçues, contre peut-être certaines personnes qui n'ont pas envie d'être coopératifs, de savoir et d'être là, notamment avec des personnes directement impliquées sur ces champs transidentitaires. Je pense aussi que au-delà de la santé, c'est tout un champ où il faut être vigilant. C'est pas à vous que je vais le dire, c'est pas à toi que je vais le dire, Louis. Euh, il y a quelques semaines, je vous raconte un peu ma vie, hein, comme je suis en réserve électorale. Sur le chemin de l'école pour amener mon fils, j'ai vu des affiches de ces crapules, pour être correct, du syndicat de la famille, qui ont fleuri la ville. Donc je les ai fait enlever et qui disaient aujourd'hui à l'école, on va m'apprendre que je partage les toilettes avec un garçon. Aujourd'hui, à l'école, on va me lire un conte où la princesse sera un prince. Et c'était, je crois, Stop au wokisme à l'école. Donc je pense qu'il faut être aussi vigilant. On voit que ces espèces de personnes décérébrées, clairement, sont sur tous les terrains et s'affichent au vu et su de tous, et en plus à destination des plus petits. Donc, je me souviens qu'en certains combats, et qu'on mène encore, on nous disait oui, mais il y a des enfants qui peuvent voir. Oui, les enfants peuvent voir l'infamie, et l'infamie s'appelle le syndicat de la famille. Donc, il faut continuer à se battre au quotidien. L'accès aux soins, moi j'y serai toujours vigilante. Je peux malheureusement rien dire, mais voilà, quelle que soit la mandature prochaine, j'y serai vigilante à vos côtés, que je sois élue ou pas. En tout cas, ce que j'avais dit et ce que je continue de dire à chacun, ou même des colloques chemsex avec Hélène, je suis une alliée et je resterai une alliée attentive à vos demandes et à faire que finalement on n'ait plus à se battre pour cet accès aux soins et que ce soit la norme. La norme s'appelait comme moi. Merci à tous, bons travaux, je peux malheureusement pas rester et à très bientôt. Je vais rester là. Merci Élodie. Je vais passer le micro à Michael Duvoy, directeur du site du CHU. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous pour ces travaux de la journée. Donc je représente le CHU de Montpellier. La direction générale ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis ça tombe plutôt bien parce que en fait, je suis au titre du CHU de Montpellier le CORES qui invite aujourd'hui, le CORES Occitanie, qui est l'instance chargée de la coordination de la santé sexuelle sur la région et qui est portée par le CHU de Montpellier sous l'égide bienveillante de l'Agence régionale de santé. Et c'est le premier intérêt que le CHU prend dans cette manifestation, c'est qu'on accompagne le CORES dans toutes ses actions autour du dépistage, de la prévention, mais aussi de la coordination et de la montée en compétences de tous sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Et puis, le CHU de Montpellier, c'est aussi évidemment un établissement de santé qui porte certains dispositifs spécifiques autour des thèmes qui nous intéressent, de prévention des violences sexuelles. C'est nous qui portons la Maison des femmes, c'est nous qui portons le CRIAVS, qui vient faire augmenter les compétences de tous sur le sujet de l'action vis-à-vis des violences sexuelles. C'est nous aussi qui portons le CEGID sur le dépistage qui se trouve voisin, là, au Polygone. Et évidemment, les travaux d'aujourd'hui nous intéressent parce qu'en fait, les personnes transidentitaires sont souvent les personnes qui vont rencontrer le plus d'obstacles dans le parcours de soins. Et pour nous, le parcours de soins, l'accès aux soins, c'est une exigence de qualité. Donc les travaux que vous menez aujourd'hui, c'est des travaux qui visent à améliorer ces dispositifs d'accès aux soins et de parcours de soins. Et ils nous intéressent évidemment à ce titre-là. Et c'est la raison pour laquelle les conclusions nous intéressent, nous, professionnels de santé au niveau du CHU de Montpellier, parce que ça fonctionne quand les parcours de soins sont coordonnés entre la ville et l'hôpital, ça fonctionne quand les professionnels sont formés au public qu'ils ont besoin de prendre en charge,
Et c'est la raison pour laquelle ce colloque aujourd'hui, qui a une partie, on va dire, grand public ce matin et une partie plus pratique, formation cet après-midi, on en attend, nous, des résultats, des conclusions qui seront utiles pour améliorer la prise en charge de tous, et en particulier des personnes transidentitaires. Donc je ne fais pas plus long parce que c'est la puissance invitante, comme vous disiez tout à l'heure, le CORES qui va vous planter le décor de la suite des opérations. Je ne pourrai pas non plus forcément rester pour toute la journée, mais je vais suivre le début de vos débats. Et je vous souhaite de très bons travaux à tous pour cette journée. Ok, merci. Bonjour à toutes et tous, Jean-Marc Paulezel. C'est en tant que membre du bureau du CORES Occitanie que j'ai le plaisir de m'adresser à vous ce matin. Je représente aujourd'hui ce nouveau comité de coordination régionale en santé sexuelle, en l'absence du professeur Alain Mackinson et de Guy Molinier, qui sont respectivement président et vice-président, et qui regrettent tous deux de ne pas pouvoir être des nôtres et vous prie de les excuser. D'un point de vue général, l'accès aux soins n'est pas toujours simple et fluide dans notre système de santé. Nous avons certainement toutes et tous rencontré des difficultés par moment, en milieu rural, parce que le cabinet du médecin généraliste se trouve à 15 ou 20 km. En ville, parce qu'il y a de nombreux médecins, mais tous débordés, ne pouvant plus prendre de nouveaux patients. Tout cela sans évoquer les spécialistes avec des rendez-vous à 6 ou 8 mois, voire davantage. Et je ne parle là que des professions médicales. Ces difficultés que peut rencontrer tout un chacun sont souvent exacerbées pour les personnes en situation de vulnérabilité. J'ai des soucis d'accès aux soins à cause de mes problèmes de santé mentale, ou parce que je ne parle pas et je ne comprends pas très bien la langue de ce nouveau pays pour moi, ou à cause des représentations liées à mon orientation sexuelle, ma consommation de produits. Bref, tout plein d'autres facteurs qui font que l'accès aux soins est encore plus difficile que la population générale, sans compter que bien souvent ces vulnérabilités peuvent se cumuler. Parmi toutes celles-ci, celles qui nous intéressent et qui nous occupent plus particulièrement aujourd'hui sont celles liées aux identités de genre des personnes. Ayant très peu de compétences en la matière, je me garderai bien de vous en parler et je préfère laisser la place aux personnes expertes qui vont se succéder tout au long de ce programme riche et je les remercie par avance pour leur engagement. Ce colloque, issu de la volonté du travail de la commission LGBTQIA+, de l'ex-Corevi, devenue CORES, a pour objectif principal, vous l'avez vu, de favoriser et d'améliorer la prise en charge des personnes transidentitaires, intersexes, non-binaires en Occitanie. Il se compose donc d'une plénière ce matin, mon prédécesseur vous l'a dit, avec des interventions sur les fondamentaux, sur l'éthique, sur la législation et l'accès au droit, les stratégies de prévention diversifiées et les violences, les discriminations, ainsi qu'un temps de plaidoyer. Après la pause méridienne, vous pourrez participer aux ateliers sur le parcours de soins, sur le vieillissement, la consommation de produits psychoactifs. Un atelier sur la transition hormonale de genre est réservé aux médecins et se déroulera tout au long de l'après-midi. À noter que ce programme s'appuie sur le recueil des besoins du territoire, le recueil des besoins des associations et du CORES, ainsi qu'une revue de la littérature scientifique. L'ensemble de son contenu a été co-construit en interdisciplinarité et surtout avec des personnes concernées, ce qui était un souhait fort de la commission. Je ne terminerai pas ces propos introductifs sans remercier l'ensemble des membres de cette commission, et en particulier les copilotes, le professeur Hélène Doladieu, du CHU de Montpellier, avec un clin d'œil à Marie Bistoquet, le docteur Marie Bistoquet également du CHU de Montpellier, qui a suivi le projet, Louis Letertre, du CARUD Access et du réseau Santé Trans, et Vivien Lugas de l'association ENIPS. J'ajouterai une mention spéciale pour le docteur Jordan Lejeune, pour l'atelier de cet après-midi, parce que c'est jamais une mince affaire que d'organiser un atelier de ce genre. Un remerciement bien sûr à la ville de Montpellier, au CHU, à l'ARS Occitanie qui par son financement a permis la tenue de ce colloque, et puis sans oublier l'équipe opérationnelle du CORES qui porte la logistique et la communication de ce colloque.
Et enfin, le merci le plus important peut-être, c'est tout particulièrement à vous toutes et tous qui allez faire le succès et la richesse de cette journée. Je vous souhaite un bon colloque à toutes et tous. Merci. C'est à moi. Je ne suis pas le plus à l'aise au micro, vous allez le voir, mais je vais faire au mieux. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont rendu ce congrès possible, les organisateurs et organisatrices, l'ARS, les financeurs, les membres du CORES, son équipe opérationnelle, l'ensemble des intervenants et intervenantes et toutes les personnes bénévoles de chaque structure. Chaque geste compte, chaque heure donnée compte, chaque engagement compte. Merci. Je prends la parole aujourd'hui avec plusieurs casquettes et avec mon histoire. Je suis une personne trans, je suis chef de service au CARU d'Access et je suis également bénévole au REST Réseau de Santé Trans. Et je parle aussi avec mon vécu. Ma propre transition m'a confronté à des obstacles administratifs, médicaux, sociaux, comme bon nombre de personnes trans. Des obstacles qui n'auraient jamais dû exister. Ce que nous raconterons ici aujourd'hui, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas des concepts. Ce sont des vies, la mienne, les vies de mes proches et celles de tant d'autres qui luttent chaque jour. Les parcours de soins pour les personnes trans sont encore trop souvent un champ de bataille, des portes fermées, des délais interminables, des humiliations, des refus de soins, des violences médicales. Et ce n'est pas seulement une question de médecine, c'est une question de dignité, c'est une question de reconnaissance, c'est une question de droits humains. Mais je crois profondément que nous pouvons faire autrement. Nous pouvons inventer un modèle différent, un modèle où les parcours de soins n'est plus imposé de l'extérieur, mais co-construit avec celles et ceux qui le vivent. Un modèle où le respect et l'accompagnement remplacent la pathologisation et l'indifférence. Un modèle digne de notre immunité. Oui, je remercie les financeurs, je remercie les institutions, je remercie celles et ceux qui nous soutiennent. Mais je le dis, soutenir ne suffit pas. Il faut agir. Il faut investir dans la santé. Il faut reconnaître que nos vies comptent. Il faut affirmer que nos besoins sont légitimes. Il faut déclarer que notre place est entière et inaliénable. Et aujourd'hui, ici, nous avons l'occasion de lancer une nouvelle dynamique. Une dynamique où institutions, soignants, soignantes et communautés travaillent ensemble pour des parcours respectueux, pour des parcours émancipateurs, pour des parcours au service des personnes. Alors, quand cette journée s'achèvera, je vous invite à repartir avec vos connaissances, mais aussi avec cette détermination, cette force qui nous pousse à dire « plus jamais ». Assez de violence, assez d'invisibilité, parce que nos vies comptent, rejoignez-nous dans cette lutte. Je vous souhaite donc une belle journée, pleine de découvertes et de rencontres, et de cette énergie, cette énergie qui fait bouger le monde. Alors, je vais juste faire l'introduction de nos deux premiers intervenants et intervenantes pour parler des fondamentaux. Donc, nous accueillons Naja Albazou, qui est coordinatrice du projet Sésame chez ENIPS et qui est psychologue clinicienne et sexologue. Et Simon Jutan, qui est au REST, également bénévole au REST et Accept ST. Alors, en gros, vous avez 30 minutes avec les questions. Donc, je vous ferai un petit signe. Alors, je pense que les diapos, on les passe ici. Voilà. Je pense que tu peux parler au micro aussi. Moi, j'aime bien parler. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Naja Albazou. Je suis coordinatrice d'un dispositif qui est le Sésame de l'association ENIPS. C'est un centre de ressources en santé mentale pour les personnes LGBT+, en Occitanie. C'est le premier qui a été monté en France. On en a ouvert un à Paris et on essaye d'en ouvrir un à Marseille et à Lyon. En tout cas, voilà, on essaye d'accueillir et de soutenir psychologiquement et toutes les personnes voilà, qui demandent, qui ont des vulnérabilités psychiques. Donc, je vais intervenir pour vous amener quelques éléments, des notions de base, en fait. Je ne développerai pas parce qu'en 15 minutes, c'est impossible, mais Simon complétera surtout sur l'histoire des luttes et toutes les notions un petit peu d'intersectionnalité et de dépsychiatrisation et tout ça qui concerne les personnes transidentitaires. Donc moi, je parle à ma place de psychologue, sexologue. Je ne suis pas concernée par les transidentités, mais je me nourris aussi de tous les vécus des personnes que j'accompagne au sein du Sésame. Donc pourquoi parler des transidentités ? Donc ce sont des identités différentes de celles assignées à la naissance.
on voit qu'il y a une diversité des vécus. Donc il y a des personnes voilà, qui s'autodéterminent trans, non-binaires, à genre, avec une fluidité. On est vraiment sur les termes d'autodétermination. Si vous devez retenir un terme, ça serait bien celui-ci, qui permet aussi de respecter les autres, mais on y reviendra après. L'autodétermination est une autoréalisation des personnes et permet aussi un empowerment psychologique. Donc je vous encourage vivement à vous documenter là-dessus et avoir des postures voilà, qui respectent cette autodétermination. On est également sur des parcours très diversifiés, mais chaque personne, chaque parcours. Il n'y a pas de systématisation ou d'obligation de suivre un parcours de transition médicale ou alors administratif. Chaque personne va à son rythme et décide de son parcours. Et malheureusement, sur le sujet des transidentités, on est obligé aussi de s'intéresser à comment est construite la société, parce que malheureusement, il y a une dimension collective qui impacte aussi la santé mentale des personnes. Voilà, les transidentités ne relèvent pas uniquement des expériences individuelles, elles s'inscrivent aussi dans un contexte social et politique, culturel aussi, hein, on le voit avec toutes les actualités dans le monde, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que voilà, vous êtes aussi dans une dynamique de démarche d'acceptation des identités, des diversités dans les identités. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça permet aussi, cette thématique, de voir qu'il y a des limites dans notre système binaire, homme-femme, et interroger aussi la thématique de la construction sociale du genre, qui est assez récente dans l'histoire, mais Simon vous développera après un peu plus sur ce sujet-là. Également, cette thématique crée aussi une transformation collective. Hein. Ça permet de rendre plus visibles les différentes identités. Et puis ça permet aussi d'être sur les droits humains et d'être dans une démarche respectueuse de l'autre. Alors malheureusement, on n'a pas des bonnes nouvelles hein, en ce qui concerne la santé mentale des personnes transidentitaires. Alors juste, moi je n'utilise pas ce terme, hein, personne transidentitaire, mais c'est le terme qui a été choisi. Nous, on parle souvent des personnes trans, non-binaires, etc. Donc il faut faire un constat, c'est que beaucoup de personnes, donc majoritairement, souffrent de stress minoritaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est un terme qui, en raison des oppressions sociales et du contexte politique, social et culturel, il y a un stress qui se met en plus dans la vie quotidienne, qui se nomme le stress minoritaire. Donc il y a un stress quotidien en raison des agressions et micro-agressions que les personnes peuvent subir. Ça peut aller des agressions physiques, mais aussi de l'invisibilisation, toutes ces dynamiques discriminatoires. Donc les personnes déclarent, 60% déclarent des violences intrafamiliales. Une personne sur 5 se retrouve exclue du domicile parental et 45% subit des commentaires hostiles à l'école. Il y a également un stress social et institutionnel. Hein, on le voit très bien dans les témoignages. Beaucoup de vécus de propos maladroits ou violents dans les consultations médicales. Là, il y a 2 jours, j'ai une personne qui a vécu vraiment des discriminations lors d'une consultation d'anesthésie. Enfin, c'est vraiment au quotidien qu'on a des témoignages comme ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire stop aussi à ces pratiques-là. Donc 64% des personnes subissent des discriminations en raison de leur identité de genre et 80% ont déjà subi des violences dans l'espace public. Il faut savoir que 35% à peu près hein, dans les témoignages autodéclarés ont renoncé aux soins en raison des discriminations qu'elles vivent dans le soin. Et également, les vulnérabilités psychiques et physiques sont multiples et se cumulent et s'embriquent. On a plus de 50% qui ont pensé au suicide, 34% des jeunes et 18% des adultes ont déjà fait des tentatives de suicide. Donc c'est 8 fois plus que la population générale. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu en santé mentale et en santé publique. Donc sur les notions un peu de base, je vous invite donc si vous êtes curieux, curieuse, à aller notamment sur les sites des associations communautaires. Il y a beaucoup de lexiques et d'informations. Je m'arrêterai à vous dire que attention de ne pas confondre ces différents thèmes et notions. Donc le sexe assigné à la naissance, c'est l'inscription qui est faite sur l'acte de naissance. C'est souvent basé sur les organes génitaux visibles. Donc là, malheureusement, on oublie aussi les personnes intersexes qui sont extrêmement invisibilisées. Il faudrait, je pense, une journée hein, pour parler de ce public et
et voilà, se rendre bien compte de toutes les discriminations que ces personnes vivent. Nous avons l'identité de genre, c'est vraiment le vécu et le ressenti intime que les personnes ont. Donc, il y a les personnes cisgenres, les personnes qui sont en adéquation avec leur sexe assigné à la naissance, et puis il y a les personnes au-delà de ce sexe assigné à la naissance, donc c'est les personnes trans, non-binaires, avec une fluidité. Donc là, je vous ai mis juste un petit schéma par rapport à la prise de conscience des pronoms. Donc quand on se situe dans une autodétermination plus femme, donc le pronom c'est souvent elle, plus homme c'est souvent il, et puis il y a les personnes non binaires qui demandent aussi d'autres prénoms comme il. Donc je vous invite pour les personnes non binaires, si vous n'êtes pas très à l'aise à utiliser certains pronoms, de demander l'accord. Donc il y a des personnes qui vont vous dire un accord plutôt masculin, plutôt féminin ou neutre. Voilà. Il y a aussi l'expression de genre, donc c'est la façon dont on exprime son genre, et puis les orientations sexuelles et romantiques. Alors nous, on préfère parler d'attirance affective, émotionnelle, romantique et ou sexuelle. Donc quand vous voyez ces différentes notions, vous voyez bien que ça appartient à la personne et que vous ne pouvez pas présupposer du genre des personnes à part de leur demander comment on peut s'adresser à elles. Donc il y a vraiment une différence entre l'assignation de genre, c'est quand on dit à la naissance à une personne, je crois qu'on a 3 jours pour déclarer le sexe de l'enfant, donc on est déjà défini juridiquement et socialement. Donc il y a vraiment une différence entre l'assignation de genre et l'autodétermination, donc c'est être, se reconnaître, se vivre. Donc pour les personnes intersexes, j'ai mis juste une diapositive pour les visibiliser. Donc je pense que vous êtes toutes et tous un peu sensibilisés aux réalités que les personnes vivent. Il y aura peut-être des témoignages, j'espère, dans la journée. Donc on est vraiment sur des caractères sexuels primaires et ou secondaires, internes et ou externes, qui ne correspondent pas aux définitions binaires, type des corps dits masculins ou féminins. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variations et une quarantaine qui sont déjà recensées. Et ces variations peuvent être visibles à la naissance, mais pas que. Elles peuvent être aussi détectées dans l'enfance, l'adolescence, voire l'âge adulte. Donc il faut vraiment laisser les personnes s'autodéterminer également. Et ne pas confondre aussi les personnes intersexes avec l'identité de genre. Ça n'appartient pas à l'identité de genre ni l'orientation sexuelle et romantique. Là, je vous ai fait un petit schéma, vous le lirez à tête reposée parce que vous aurez le diaporama. C'est juste pour ne pas confondre les termes. Et l'identité de genre, c'est vraiment ce que je vous ai dit là sur le vécu intime et le ressenti des personnes par rapport à leur genre et le lien avec le sexe assigné à la naissance. Mais après, vous avez les orientations sexuelles et romantiques, vous avez les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, asexuelles, pansexuelles. Donc pansexuel, c'est tout, c'est les personnes qui sont attirées par la personne, peu importe son genre. Et les personnes aromantiques et le polyamour aussi. Et après, vous avez les identités de genre, on vient de le voir, les personnes trans, non-binaires et autres, donc les personnes intersexes et les personnes queer, qui est une revendication politique et une autodétermination. Alors il y a des personnes qui s'autodéterminent queer pour représenter toute la communauté. Et il y a des personnes qui disent plutôt LGBTQIA+. Mais le terme queer est vraiment là pour déconstruire un petit peu la société cis-hétéro-normée et amener quand même des dynamiques politiques. Donc, je vous invite, après toutes ces définitions, à réfléchir à la façon dont vous rendez vos accueils et vos consultations plus inclusives. Donc, il faut juste rappeler que le droit à la santé inclut le respect de l'identité de genre. Donc ce n'est pas un plus d'être plus inclusif et respectueux, c'est vraiment un droit fondamental pour les personnes. Donc je vous invite à réfléchir dans vos espaces, à ouvrir des espaces safe et du care, donc prendre soin des personnes. C'est ce qu'on appelle une approche transaffirmative. C'est essayer de déconstruire les visions qu'on a et avoir une vision non binaire du genre, non pathologisante, respectant l'autodétermination et l'expertise des personnes sur leur vie. C'est une acceptation, une reconnaissance de la personne au moment présent dans son identité authentique. Donc, ce langage que vous utilisez, qui crée beaucoup de discrimination, il faut rappeler que quand on mégenre, par exemple, une personne, bien sûr, on peut s'excuser et tout ça, mais pour la personne, ça lui rappelle toutes les autres discriminations qu'elle a vécues. Donc, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, utiliser un vocabulaire stigmatisant, ça blesse, les mots blessent.
Le langage peut être source de souffrance et de violence. Et le langage aussi structure les représentations sociales et peut impulser l'exclusion et l'invisibilisation. Et puis, l'usage des termes pathologisants, le mégenrage, l'assignation verbale renforce la détresse psychologique et le stress chronique des personnes. Donc, par contre, un usage d'un vocabulaire inclusif, ça permet vraiment de reconnaître les personnes et d'être respectueux et respectueuses. Les mots peuvent réparer et générer la reconnaissance, la sécurité, le bien-être. Et puis, il faut savoir que quand on respecte, par exemple, les pronoms, on réduit de 50% les risques de dépression chez les jeunes, surtout concernés par les transidentités. Et la reconnaissance par les mots dans l'espace de soins améliore aussi l'adhésion dans le soin. Donc, en synthèse, je répète un petit peu, mais ce que je voulais passer comme message, c'est le vocabulaire, ce sont des mots qui soignent et des facteurs de protection pour les personnes. Ça permet d'améliorer l'estime de soi, la sécurité et la qualité de vie des personnes. Ça améliore l'adhésion aussi dans le parcours de soins et de prévention. Ça réduit donc tous les troubles en santé mentale qui sont générés par justement ces discriminations, et aussi ça réduit les idées suicidaires, et ça permet aux personnes d'avoir une meilleure résilience dans la vie quotidienne. Donc pour les bonnes pratiques, surtout respecter l'autodétermination des personnes, soyez dans l'écoute et dans le respect, et puis ne pas réduire la personne à son corps, son parcours médical ou son état civil. Donc accompagner, c'est reconnaître l'identité de genre sans pathologiser, c'est soutenir les parcours d'affirmation, être dans l'équité, et puis favoriser le bien-être psychique et social. Donc la dignité, c'est ce que Louis a rappelé tout à l'heure. Donc quelques cas concrets que vous pouvez essayer de mettre en place. Déjà dans l'accueil et les échanges, vous pouvez demander donc les pronoms et les accords des personnes, et aussi dire personne à chaque. Par exemple, le mot trans c'est un adjectif, donc on ne dit pas les trans, on dit personne trans. Attention à votre vocabulaire. Dans le dossier médical, vous pouvez aussi rajouter des cases. Alors je sais que c'est compliqué dans certains logiciels, mais on a vu que c'était possible dans plusieurs cliniques et tout ça avec lesquelles je travaille. On améliore justement cette question de l'accueil et du respect. Le respect de la confidentialité aussi de la vie privée. Attention à ne pas outer les personnes. On a des équipes qui, entre elles, même si on est soumis et soumise au secret professionnel, on ne va pas révéler les identités de genre ou les informations personnelles des personnes, ou alors on leur demande leur accord en disant voilà, j'ai besoin de transmettre ça à ma collègue, est-ce que tu m'autorises, et tout ça. C'est très important. Le outing, c'est vraiment une violence psychologique pour les personnes. Aussi rendre accessibles les ressources, avoir des brochures beaucoup plus adaptées aux spécificités LGBT+. La formation du personnel, dans certains services, c'est obligatoire maintenant. Il y a des sensibilisations, donc ça serait bien de systématiser dans les formations initiales, par exemple, ou dans l'accueil des nouveaux professionnels. Et puis le droit humain, c'est veiller au consentement éclairé des personnes, demander dans les soins trop genrés, est-ce que les personnes acceptent ou pas. C'est très important. Donc, pour terminer, passer la main à Simon. Il y a quelques témoignages. Je tiens à dédier mon intervention à des personnes là que j'accompagne, et il y a notamment une personne qui est hospitalisée suite à une agression assez sévère. Donc tous les jours on a des témoignages comme ça suffit. Il faut vraiment s'informer, se former, prendre conscience que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, on a quand même cette possibilité d'améliorer le bien-être des personnes. Donc c'est une question de respect des personnes où chacun et chacune peut exister pleinement. C'est une question aussi de prévention en santé mentale, en santé publique. Et puis former tous les médicaux aux transidentités, c'est lutter contre la transphobie dans les soins, c'est une priorité. Donc je terminerai juste par vous rappeler qu'on a toutes et tous un super pouvoir, celui de la bienveillance. On l'utilise avec soi-même et avec nos proches, donc je vous encourage à l'utiliser aussi dans vos pratiques professionnelles. Merci. Il marche ces micros. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, ok. Bonjour, merci pour cette invitation. Faut passer là. Hop. Voilà, alors donc je suis Simon,
je suis militant trans. Depuis quelques mois, je fais partie de l'antenne occitane de l'association Réseau de Santé Trans, dont vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui. Et je suis aussi bénévole et ancien salarié de l'association parisienne Accept ST. Donc, pour faire suite à la présentation de Naja, je vais vous faire un retour rapide sur les évolutions parallèles, pas toujours simultanées, du contexte social, du contexte légal et du contexte médical comportait la question de la santé trans au sens large. Et puis essayer de défaire l'idée qu'il y avait un avant les années 2015 et un après. Pour ça, je vais m'appuyer sur le travail réalisé par Louve Zimmermann, une très brillante chercheuse qui, je l'espère, sera publiée bientôt, et donc qui porte sur les chronologies trans, pas les pathologies trans. Allez, c'est parti. Donc on ne va pas retourner un siècle en arrière, on va prendre une première balise dans les années 50-60. Je vais schématiser, hein, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais donc dans un contexte où le travestissement en France reste interdit et où se rencontrent trois éléments. Premièrement, une littérature issue de la psychiatrie et de la psychanalyse qui fait du transsexualisme une pathologie et qui crée une théorie dédiée à ça. Deuxièmement, la médiatisation, entre autres, du parcours de Coccinelle, qui était une femme trans icône des cabarets parisiens, de son mariage et de son changement d'état civil, qui était alors possible et autorisé. Et troisièmement, l'amorce des mouvements trans pour les droits des personnes trans. Des mouvements pour les droits des personnes trans. Donc l'idée ici, c'est de penser l'histoire concomitante de l'apparition des personnes trans dans l'espace social, de leur pathologisation et de leur exclusion par le droit, puisque en réaction à ce contexte, en 1975, la Cour de cassation interdit explicitement les changements d'état civil aux personnes trans. En 1979, les premières équipes dites officielles de prise en charge médicale des personnes trans se créent en hôpital. En 1981, la transsexualité apparaît dans le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Et en 1981, la France cesse de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. En 1992, le changement d'état civil est de nouveau autorisé, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est alors autorisé sous la condition d'un diagnostic dit de transsexualisme, d'un traitement médico-chirurgical et d'une opération génitale définitive, et ces critères étaient validés par expertise judiciaire, et aussi sous la condition de critères plus subjectifs liés à l'apparence physique. Donc cette loi aura cours jusqu'en 2016, et sera vécue comme une loi faisant de la stérilisation un passage obligé pour accéder à une existence sociale et administrative. Cette loi nous renseigne aussi sur le rôle du médical dans le parcours de vie des personnes trans, jusqu'en 2016, c'est-à-dire un aval à donner ou à refuser dans un cadre diagnostique qui s'inscrit dans une vision globale liée à la souffrance. C'est une vision de laquelle la question de la qualité des soins, du bien-être des patientes, de leurs droits et de leur information comme de leur participation sont totalement absents. En 2010, la Société française de prise en charge du transsexualisme est créée, la SOFECT. Je continue cette chronologie pour mettre en lumière l'importance d'une vision globale de la santé des personnes trans, qui inclut les déterminants individuels tout autant que l'histoire de celles et ceux qui nous ont soignés. Parce que c'est en revenant sur cette épistémologie de la santé trans qu'on comprend le contexte actuel. Donc en 2009, la HAS, la Haute Autorité de Santé, publie un rapport portant sur la prise en charge du transsexualisme en France. Ce ne sont pas des recommandations. En 2009, la France dépsychiatrise dans un avis la transidentité et c'est porté en acte uniquement par la Sécurité sociale en 2024. En 2010, c'est l'OMS qui dépsychiatrise. En 2012, les discriminations liées à l'identité de genre sont inscrites dans le code pénal. J'avance, hein. Vous notez, il y a une petite interro à la fin. En 2016, la loi de modernisation de la justice démédicalise le changement d'état civil. Bon, en réalité, les demandes de preuves médicales ont toujours lieu, et si elles n'ont pas lieu, elles sont remplacées par des demandes discriminatoires liées à l'apparence physique des personnes, à la discrétion de chaque tribunal. La loi telle qu'elle a été créée rend aussi très difficile le changement d'état civil pour les personnes qui vivent avec un titre de séjour en France et qui sont originaires d'un pays où le changement d'état civil n'est pas possible. En 2016 aussi, c'est la loi dite de pénalisation des clients du travail du sexe. En 2025, donc cet été, la HAS a publié les premières recommandations de bonnes pratiques concernant le parcours médical des personnes trans qui excluent les mineurs à la demande de groupes réactionnaires. Donc actuellement, en 2025, la formation initiale des médecins ne comprend toujours aucun module portant sur la santé des personnes trans.
Il y a des initiatives locales et associatives qui ont développé des formations. On peut dire que les années 2020 marquent un tournant concernant la visibilité des personnes trans, et ce colloque en est une preuve. Mais nos conditions matérielles d'existence ne progressent pas ou peu. Je vous décris ça pour rendre visible l'intersection des champs administratifs, médicaux et légaux quand on parle d'accès aux soins pour les personnes trans. Alors, je fais encore un petit retour en arrière. Pardon, je pose ce micro par terre. Donc, en parallèle des évolutions que je viens de vous décrire, l'enjeu de la santé trans émerge aussi au sein des rapports d'experts sur le VIH et de façon très visible dans les données de prévalence, dès lors que cette donnée est récoltée et que les femmes trans ne sont plus agrégées à la population des HSH. Donc, dès 1996, le rapport du professeur Dormont aborde la séroprévalence parmi les prostituées et nous dit, je cite, « Les populations de travestis et transsexuels devraient être étudiées et mieux aidées si besoin. » On en reste à peu près là jusque dans les années 2016-2017, si besoin. Et il faudrait le faire. Donc les rapports suivants ne mentionnent pas ou peu les personnes trans jusqu'au rapport Blanc en 2017, auquel des acteurs communautaires trans ont été impliqués. Et c'est le premier rapport d'experts, toutes institutions confondues, qui a introduit les notions de consentement éclairé liées au parcours de santé des personnes trans. Je fais ce détour pour rendre explicite le rôle du champ du VIH concernant le parcours de soins des personnes trans. Ça a été mentionné, c'est pas juste une question d'évolution nosographique qui nous a fait passer de la psychiatrie à la santé sexuelle. Dans le même sens, les enjeux trans se trouvent à l'intersection de la lutte contre le VIH et de la démocratie en santé, par la lutte contre les inégalités sociales de santé, les discriminations et pour l'accès à l'information et aux droits des usagères. Se former à la santé trans, c'est se former à la démocratie en santé. Donc c'est logique que le CORES, l'année de sa refonte, s'empare de ce sujet. Mais on l'a dit, Louis l'a dit, l'événement d'aujourd'hui a un caractère inédit, c'est l'idée de faire avec dès l'idée initiale du colloque. En 2006, Colette Chilan, donc fondatrice de la SOFECT, disait à propos des associations trans, je vous plante le décor, que s'était développé un mouvement, entre guillemets, transgenre ou trans, qui se définit comme n'ayant plus rien à voir avec les transsexuels calmes, bien élevés et cachés, attendant poliment que des juges et des professionnels médicaux libéraux leur donnent le traitement bienfaisant dont ils avaient besoin pour poursuivre leur vie dans l'ombre de la société normale. Ça illustre parfaitement le regard médical sur l'autonomie des personnes trans qui a eu cours jusqu'à récemment. Et j'insiste sur le caractère récent, voire actuel de cette histoire. Donc, le colloque d'aujourd'hui illustre un changement d'objectif et de paradigme, s'intéresser aux enjeux de santé en partant de nos besoins et de nos revendications. Concernant nos besoins, on va vous présenter des données tout au long de la journée. Et donc, je vais extraire des notions rapidement de 2 enquêtes déjà présentées par Naja. Premièrement, des chiffres de l'enquête Virage, qui date un peu maintenant, réalisée en France, publiée en 2016, qui nous indique, donc, parmi les personnes trans interrogées, la récurrence des violences vécues tout au cours de la vie. Désolé, je passe un peu vite. Et puis, les chiffres de l'enquête européenne LGBTI Survie Data, dont on peut extraire les chiffres concernant la France. Donc attention, la lecture, la population de référence, c'est la population LGB, déjà plus exposée aux violences que la population générale. En noir, les personnes LGB, lesbiennes, gays et trans, lesbiennes, bi et gays, donc 6, et les personnes trans, en rose. Donc ça, c'est les chiffres concernant les dynamiques d'exclusion économique. Il y a une erreur à la lecture, hein, le « i » n'est pas dans ces données. Les personnes internes, ce serait un peu compliqué d'extraire, de vous expliquer comment sont construites les données, mais petite erreur là. Et puis, les chiffres concernant l'état de santé et le recours aux soins des personnes. Alors, que nous disent ces chiffres associés à la pastille historique que je viens de vous présenter? Ils nous disent qu'il est nécessaire d'orienter des actions qui envisagent la santé comme une notion globale, et de s'extraire d'un paradigme où transitionner, c'est devoir faire preuve d'une souffrance suffisante pour avoir accès aux soins. Ils nous disent qu'il faut plutôt aller vers une perspective où on prend en compte la transition comme un déterminant de santé, au même titre que d'autres. Il faut aussi prendre en compte l'aspect extrêmement récent des maltraitances médicales pour penser des accueils et des accompagnements adaptés. Les personnes trans savent très bien ce qu'est la transphobie, et aujourd'hui, c'est à vous d'en prendre la pleine mesure. J'essaie de vous présenter quelques données qui rendent explicite l'impact de la transphobie sur la santé des personnes trans. Louis l'a dit, cette réalité, nos communautés y sont constamment confrontées. Moi, je suis trans depuis quasi 10 ans et je peux
plus compter le nombre d'enterrements, le nombre de nuits aux urgences avec des proches que j'ai vécu depuis. Je ne peux pas non plus vous raconter l'état de santé de mes proches, qui sont malades de la pauvreté, du racisme, malades de la violence, de la sérophobie. L'idée, là, en vous disant ça, c'est pas de vous porter un discours misérabiliste, mais de vous dire que nous, on est constamment et intimement confrontés à la mort et à la violence en tant que personnes trans. Donc, dans les notions à retenir pour aujourd'hui, c'est le fait que transitionner, c'est une joie, mais que c'est la transphobie qui nous écrase collectivement. Notre réponse à ça en tant que communauté, ça a toujours été l'auto-organisation, la transmission d'informations, le renforcement de nos capacités face aux institutions médicales et légales. Ah, j'ai une slide en trop. Le colloque d'aujourd'hui a été conçu autour d'ateliers divers où la notion de santé globale prend tout son sens. Le contexte actuel, national et international, nous presse à agir. Donc, les droits à peine conquis des communautés trans sont érigés médiatiquement comme des épouvantails pour des mouvements réactionnaires, complotistes et fascistes. En France, des politiques xénophobes et putophobes violentent les plus précaires de nos communautés. Un événement comme celui d'aujourd'hui n'est pas seulement une occasion de formation individuelle et professionnelle. Actuellement, le besoin le plus urgent en santé trans, c'est celui d'une mobilisation collective en santé publique, avec la voix des personnes aux trans. Au centre, aux trans aussi. Il y a urgence à être en colère, urgence à multiplier des arguments basés sur la science, à travailler avec des alliés formés, vous, qui n'ont pas peur de politiser le sens de ce qu'on fait. La santé trans, comme la lutte contre le VIH, comme la santé sexuelle, sont des enjeux politiques qui impliquent de mettre les personnes au centre, de prendre en compte la lutte contre les violences et la lutte pour des conditions de vie décentes. Pour finir, je voudrais vous poser 2 questions avec lesquelles aborder la journée d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe d'une mobilisation individuelle, où on se forme comme aujourd'hui, à une mobilisation collective qui garantit une approche féministe de la santé, au sein de laquelle la santé trans, la lutte contre le VIH, la lutte contre toutes les discriminations ont toute leur place? Comment est-ce que vous pouvez faire? Et puis, deuxième question, comment est-ce qu'on pense ensemble la question des réparations? J'ai pu aborder l'histoire très récente et l'aspect actuel des violences institutionnelles vécues par les personnes trans. Et c'est important, malgré l'urgence, de penser au-delà de la réaction immédiate et de se poser la question de la réparation à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire et à l'échelle globale, dans le champ médical comme dans le champ légal. La réparation de l'exclusion structurelle que nous avons vécue et que nous vivons toujours. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec quelques ressources compilées par Naja. Merci Simon et Naja. On a, je dirais, 2 minutes éventuellement pour les questions avant de commencer la deuxième session. Est-ce qu'il y a une question brûlante dans la salle ou est-ce qu'on garde les questions pour la fin de la deuxième session si vous n'en avez pas actuellement? En tout cas, merci beaucoup pour ces principes fondamentaux. Oui, vous aurez les diapos. Monsieur. Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour vos interventions et pour toutes les riches informations que vous avez partagées. J'aimerais juste savoir, voilà, les projets au niveau de la prévention, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, justement, ici, dans l'Hérault, en Occitanie? Merci beaucoup. Alors, je vais parler rapidement du réseau de santé trans Occitanie-Est, qui est une antenne d'une asso nationale l'antenne vient de se créer. On en a encore au premier temps. L'idée, c'est de créer un réseau mixte de professionnels de santé, du social et de communautaires pour créer des espaces d'échange de pratiques et de formation. Donc ça, c'est sur le côté professionnel. En termes d'accueil des personnes, peut-être je vais te laisser, je suis nouvellement héroïté. Donc sur les dispositifs de prévention, on essaye de décloisonner aussi les thématiques dans la prévention. Par exemple, santé sexuelle et santé mentale, longtemps ça a été cloisonné. Donc on essaye d'avoir des approches
qui prennent en compte voilà, toutes ces dimensions. Nous, à notre association UNIPS, on fait des campagnes sur certains sujets. On accueille aussi les personnes, on fait de la psychoéducation pour essayer de prévenir les risques. Parce que ce que disait Simon dans son intervention, c'est que malheureusement, le chaos sur la santé mentale des personnes, notamment trans, est dû à l'éloignement du soin, au refus de soin. Donc on a, nous, souvent en consultation des personnes qui sont extrêmement impactées au niveau de la santé mentale. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être repérés et que les professionnels nous orientent rapidement les personnes, vous voyez, pour leur ouvrir des espaces d'écoute et que ça n'arrive pas jusqu'au risque suicidaire, aux hospitalisations psychiatriques et tout ça. Donc on travaille voilà, on fait du dépistage, on fait du repérage aussi sur les consommations de produits psychoactifs. Il y a énormément de choses. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on travaille tous et toutes en réseau. Donc pour les personnes concernées, essayer d'avoir un annuaire pour que les personnes puissent avoir des repères, surtout sur les assos communautaires. Et après, nous, on se charge de les accompagner dans leur parcours de prévention et de santé.